Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour un nouvel épisode des podcasts de l'allumeur de Réverbère, le deuxième de cette série consacrée à la Mauritanie et à une question qui s'y développe depuis plusieurs décennies et qui constitue un enjeu fort pour le présent et l'avenir du pays, à savoir l'émergence d'une identité haratine. Haratine du nom des anciens esclaves de la communauté maure, communauté arabo-berbère au pouvoir. Dans le précédent épisode, nous avions fait un retour dans l'histoire de la région de l'Afrique du Nord pour mieux appréhender ce que l'on entend par haratine et pour mieux comprendre les ressorts de l'esclavage et de la traite orientale qui s'est étendue de l'Afrique de l'Ouest à l'océan Indien sur près de 14 siècles. Cela nous avait permis de resituer l'actualité politique et sociale dans une perspective historique. Puis nous avions abordé certaines revendications des haratines autour d'événements culturels tels que le festival de musique Medr, des louanges au prophète Mohammed. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite donc fortement à écouter d'abord le premier épisode de cette série pour mieux en comprendre les tenants et les aboutissants. Et de manière plus générale, je vous invite à aller écouter l'épisode 15 de nos podcasts qui présentait le paysage ethno-linguistique et les enjeux communautaires en Mauritanie. C'est une bonne introduction à cette série de 2 podcasts sur la question haratine. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et approfondir notre compréhension du sujet autour de la question des droits, à commencer par les droits civiques et juridiques. 2 gros enjeux seront abordés sur ce thème des droits juridiques. Celui de l'accès à l'état civil d'abord, c'est-à-dire tout simplement d'avoir des papiers d'identité et d'être reconnu comme citoyenne ou citoyen par l'État mauritanien, et celui de la persistance de pratiques d'esclavage dans le pays ensuite, pas seulement dans la communauté maure d'ailleurs, et contre lesquelles des organisations militantes luttent depuis des années. Selon le Global Slavery Index, un classement des pays selon le taux d'esclavage moderne établi par la Walk Free Foundation depuis 2013, la Mauritanie arrivait 6e au monde en 2018 avec environ 90 000 personnes estimées en situation d'esclavage, sur une population d'un peu plus de 4 millions d'habitants, soit plus de 24 personnes pour 1000 habitants. Pour aborder tout ça, nous sommes allés à la rencontre d'une personnalité reconnue en Mauritanie comme à l'étranger, Maître Fatimata Mbaye, présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, l'AMDH, et avocate de renom. Nous l'avions interrogée chez elle dans le quartier Sokojim à Nouakchott, la capitale, le 14 août 2021. Son association, l'AMDH, qu'elle a cofondée le 1er juin 1991, dans la foulée des violences intercommunautaires de 1989, a été l'une des premières organisations de défense des droits humains et de la démocratie en Mauritanie. Outre les droits des femmes, des enfants ou encore des personnes migrantes, cette organisation s'est attelée depuis plusieurs années à lutter contre les pratiques d'esclavage et contre le racisme dans le pays. Avec d'autres organisations de la société civile, telles que le mouvement El Hor dans les années 70 et 80 ou encore SOS Esclaves, l'AMDH a permis de faire avancer la législation du pays contre l'esclavage, même si, comme on va le voir, beaucoup reste à faire dans les textes comme sur le terrain. Bonne écoute. Oui, nous avons traité des cas d'esclavage chez les morts. À l'époque, disons que AMDH n'avait pas de sous pour prendre un avocat, donc moi j'étais la seule avocate. Soit c'est des mariages forcés, et à la fin, quand il y avait des enfants, on ne reconnaissait plus ces enfants. Soit c'est juste un droit de cuissage parce que le maître a abusé de son esclave et il y a des enfants et il ne veut pas reconnaître ses enfants. Soit c'est des héritages. Quand vous dites mariage forcé, vous parlez d'une esclave avec son maître par exemple? Non, avec quelqu'un d'autre. Donc 2 esclaves ensemble par exemple? Pas 2 esclaves, parce que deux esclaves ensemble, c'est quoi? C'est qu'on ne peut même pas parler de mariage. Donc c'est par exemple une fille qui est offerte son mariage? Voilà, qui est offert à quelqu'un d'autre. Donc on a connu tous ces dossiers qu'on a envoyés devant les juridictions départementales. À l'époque, on appelait les juridictions départementales. Il n'y avait pas les wilayas et autres. Wilaya, c'est exactement départemental, mais c'est maintenant que le nom wilaya est venu. Donc on a eu effectivement à assister ces gens-là devant les juridictions départementales. Et souvent, je dois dire que ça n'a pas été très très bien pris. parce que les maîtres à l'époque avaient beaucoup plus de poids. Il n'y avait pas une loi qui les empêchait de faire ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire qu'on a travaillé, soit on travaille sur la base du code pénal mauritanien, en disant que c'est une exploitation, en disant qu'ils sont en train de rendre quelqu'un servile, etc. Ou bien d'exploiter ses biens. Donc il y avait certains aussi qui avaient été expropriés de leur héritage, par exemple. Donc ça, c'était des trucs civils, ou d'autres personnes, quand il y a eu des bagarres entre intercommunautaires, entre esclaves ou entre ethnies, entre tribus, à propos des périmètres
maîtres de henné. Généralement, c'est les esclaves qui cultivent, mais à la moisson, les maîtres se présentent pour récupérer les moissons. Ou alors des personnes qui travaillent dans des sociétés ici, comme société de pêche et autres, et à la fin du mois, c'est le maître qui se présente pour récupérer le salaire. Voilà. Donc ce sont ces dossiers-là auxquels nous sommes attaqués. Aujourd'hui, la situation juridique sur l'esclavage, c'est laquelle en Mauritanie? Moi, je peux dire qu'il y a eu des avancées et il y a des reculs. Des avancées dans un sens que il y a eu, même si la bataille continue encore, on peut reconnaître que quelque part l'État a reconnu ouvertement et publiquement que l'esclavage existe. C'est que l'État ne disait pas il y a 20 ans ou 30 ans. L'État refusait de reconnaître l'existence. Bien vrai qu'en 1981, il y avait déjà une loi qui interdisait effectivement la pratique de l'esclavage. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà une reconnaissance. Mais une reconnaissance dans un sens, parce que c'était une loi qui était mi-figue, mi-raisin, une loi qui disait les anciens maîtres doivent être indemnisés. C'était presque une loi qui était en faveur des maîtres parce qu'ils estimaient que c'est un manque à gagner. Quand le maître perd ses esclaves, c'était un manque à gagner pour lui, donc il fallait l'indemniser. Et donc on se posait la question, qui indemnisait le maître? Est-ce que c'est l'État qui va indemniser le maître ou c'est l'esclave qui va indemniser le maître? Et donc l'esclave était retenu comme étant en gage de cette indemnisation. Oui, il est endetté d'emblée. Voilà, absolument. Tant qu'il n'a pas eu les moyens de payer, donc de se racheter, comme le dit dans le jargon comme populaire, tant qu'il n'a pas les moyens de se racheter, il reste à la charge de son maître. Et donc, il y a eu cette loi de 81 que les juristes mauritaniens, etc., ont dit que non, cette loi, elle doit être révisée parce que le maître n'a aucun droit sur ce qu'il appelle ses esclaves, donc sur lesquels il a le droit de vie, droit de mort, etc. Il possédait, donner, marier, tiller et faire ce qu'il veut avec. Donc, après 2005, 2006, les journées de concertation, c'est des questions qui sont revenues. Donc, la question de l'esclavage était posée. Ça, c'est dans le cadre de la transition... Absolument, de la transition démocratique. Donc là, on a décidé vraiment de poser toutes les questions. De poser la question de l'esclavage, la question du passé humanitaire, le rapatriement, la restitution des terres, donc le foncier, la restitution de l'État, donc la mise en place d'un État civil correct, n'est-ce pas, et égalitaire, l'indemnisation des victimes des exactions de 89, la reconnaissance des personnes disparues, l'égalité des chances. Donc c'était sur 6 points. Et à partir de là, donc 2007, une loi a été adoptée. 2007, ça va coïncider à quoi? 2007, ça va coïncider avec la mise en place d'un président élu démocratiquement, Sidou Cheikh Abdallah, qui va donc essayer d'exécuter une partie de cet accord qui a été signé la première fois à Bruxelles avec 24 points. Et le deuxième accord, ça a été signé au niveau de Dakar avec 20 points, je pense, ou 23 points. Et là, donc, sont arrivés à créer effectivement la loi de 2007 sur l'esclavage, où on reconnaissait aux associations qui travaillent sur la question de l'esclavage le droit d'ester en justice. Mais on reconnaissait aussi à l'esclave le droit de porter plainte. Donc c'était déjà une loi qui était plus ou moins acceptable, où on avait cité pratiquement toutes les situations dans lesquelles pouvait se trouver cette personne qui se prétend être esclave. Le seul point sur lequel on n'était pas d'accord, c'est que c'était à l'esclave d'apporter la preuve de sa servitude. C'était le seul point sur lequel on n'était pas du tout d'accord, on ne pouvait pas être d'accord. Parce que l'esclave étant déjà dans une position d'infériorité, ne peut pas apporter les preuves comme quoi il appartient à tel ou à tel autre. Il n'a que sa parole contre la parole de son maître. Voilà. À l'inverse de la loi de 81, est-ce que la loi de 2007 prévoyait une indemnisation des esclaves? Non, ne prévenez pas. Concrètement, devant un tribunal, comment est-ce qu'on prouve une situation d'esclavage? Et est-ce que vous pouvez l'illustrer avec un cas, par exemple, auquel vous auriez eu affaire? Oui, je pense qu'on a eu, avant 2007, il y a eu la loi, le Code de protection pénale de l'enfant de 2005. Parce que ça apparaît plus chez l'enfant. Vraiment, là, on a tous les indices que chez l'adulte. Et au niveau des enfants, on s'est rendu compte que la majorité des enfants qui étaient en conflit avec la loi, c'était des enfants issus du milieu esclave. Donc, à partir de là, la loi de 2007 est venue. Et là, donc, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir de là, il y a eu effectivement des esclaves qui ont fugué, donc qui quittaient chez eux et qui se rendaient à Nouakchott. Comment ces personnes savaient où se rendre? Par exemple, comment ils savaient qu'il fallait aller à SOS Esclaves ou à MDH pour... Oui, parce qu'il y a ceci quand même, c'est qu'à l'intérieur du pays, nous avons des représentations. Nous avons des points focaux. C'était eux qui donnaient les informations. À partir du moment où les organisations ont été reconnues, on a créé des représentations régionales. Donc, il y a soit des antennes, la MDH avait 13 antennes dans les 13 régions, et SOS Esclaves faisait aussi la même chose dans les points focaux. Là où on ne peut pas mettre une antenne, on mettait un point focal. Le point focal, c'était une seule personne qui pouvait quand même avoir toutes les informations, parce que c'est quelqu'un qui est issu de la communauté, qui peut avoir toutes les informations qu'il fallait. La plupart des cas d'esclavage qui ont été portés devant des tribunaux, ce sont des femmes. Les femmes et les enfants, parce que c'est la frange la plus vulnérable et c'est la frange qui est beaucoup plus exploitée. Les enfants servaient comme des bergers et à faire des petits travaux de famille à la maison, pour la vaisselle, le petit
linge, les courses au marché, etc. Et les femmes, c'était pour faire la cuisine, mais aussi traire les vaches, traire les chameaux, etc. Et les hommes, souvent, on les utilisait ailleurs, parce que là, c'était des forces extérieures qui pouvaient faire des kilomètres et des kilomètres d'élevage, qui partaient avec les chameaux, qui faisaient la transhumance, ou bien faire les coupes de bois, etc. Ça, c'est pas le travail d'une femme. Mais pour puiser l'eau, etc., c'était les femmes. Sur les dos d'âne, qui allaient chercher aussi des kilomètres pour chercher de l'eau. Et aussi, ce qu'on a constaté aussi, c'est que ces femmes étaient, ce qui est le terme, utilisées comme, si vous voulez, concubines. Bon, de concubine, c'est un des statuts, hein, mais elle n'avait pas de statut du tout. Mais je peux dire, dans le langage jargon, on peut appeler concubine. Mais ce n'est pas des gens à qui on reconnaissait un droit. Donc, entre-temps, si par malchance elle est grosse, le monsieur pouvait ne pas reconnaître l'enfant. Et de surcroît, c'est que cet enfant est esclave. Esclave de son père, esclave de la famille de son père. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles on a eu plus d'enfants et de femmes devant les juridictions. Je pense que même s'il y a des difficultés, aucune loi n'est parfaite. On pouvait avoir peut-être quelques difficultés d'interprétation de la loi. Mais le problème ici, c'est qu'on est encore en Mauritanie dans nos salamalek, dans nos affinités intertribales et intercommunautaires. Ce qui fait que le juge qui doit lire la loi et dire la loi, il ne va pas le faire parce qu'il va essayer d'abord de comprendre qui sont les protagonistes qui sont devant lui. Vous êtes de quelle tribu, vous êtes de quelle tribu. C'est ça d'abord la première question. Vous êtes de quelle famille, vous êtes de quelle famille, c'est ça la question. Allez-y, faites un arrangement entre vous. Donc ça dit que là, on n'a pas une application stricto sensu de la loi qui ferait de sorte que, effectivement, on respecte le droit de chacun. Et ce qui est privilégié, c'est qu'ils partent dans la jurisprudence des pratiques musulmanes. Comme on dit, un adage musulman qui dit il vaut mieux faire un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est ça l'adage ici en Mauritanie. Un bon procès, c'est quoi? C'est long, c'est coûteux, etc. Tu n'as pas les moyens, etc. Tu vas passer des années et c'est pas sûr que tu vas gagner ton procès. Donc accepte ce qu'il te propose. Il te propose, par exemple, de te donner une vache ou une chèvre, puis son truc pour se racheter parce qu'il t'a exploité pendant tant d'années. Il te demande des excuses, il est ton frère. Et il faut accepter cela que de demander non, moi je veux qu'il me rembourse tout le temps que je suis resté chez lui, etc., etc. Je veux qu'il aille en prison. Aller en prison, ça ne sert à rien. C'est ça qu'ils vont dire. Et le problème est réglé là. Ou alors aujourd'hui, avec la loi, parce que la loi de 2007, en quelque sorte, elle est devenue caduque. Et donc, on me disait d'ailleurs qu'effectivement, elle a été abrogée. Abrogée de fait par la loi de 2015, qui a institué les cours et tribunaux spéciaux pour la question de l'esclavage. Et dans cette loi, moi, je n'ai pas vu clairement, mais j'ai été surprise de voir qu'il y avait certains de mes collègues, quand j'ai soulevé la loi de 2007 dans un atelier, ils m'ont dit, oui, mais pourquoi tu soulèves la loi de 2007? Parce qu'elle n'est plus de mise, on ne l'applique plus. Pourquoi? Je dis non, parce qu'il y a la loi de 2015. Je dis non, la loi de 2015, deux choses. La 2015 a institué des tribunaux spéciaux pour la question de l'esclavage. Et on a 4 tribunaux à travers, sur tout l'ensemble du territoire mauritanien. 4 tribunaux. Oui, donc ils sont censés appliquer la loi de 2007, la loi de 2007 l'applique en quelque sorte, mais il s'appuie plus sur la loi de 2015. Et donc là qu'on va voir, c'est quoi? C'est comme si quelqu'un qui vient porter plainte pour esclavage, on va lui d'abord demander de prouver, d'apporter donc les preuves, ça c'est la loi de 2007. Deuxième chose, la loi de 2015 parle de l'indemnisation. Elle ramène ce sujet de la loi de 81. Oui, absolument. Mais là, ce n'est plus l'esclavagiste qui doit être indemnisé, mais là, c'est l'esclave qui doit être indemnisé. Mais le problème, c'est quoi? Nous, on voit effectivement quant à l'applicabilité de cette loi. Parce que même si aujourd'hui, les juridictions, on a une telle lenteur qui décourage, parce que quand vous parlez de l'application, ce n'est pas seulement l'application. Parce que le juge, il va rendre la décision, c'est vrai. Mais il y a une telle lenteur que la personne qui porte plainte, elle se décourage d'aller devant les juridictions. Parce que si, par exemple, imaginons que celle qui porte plainte est à Kifa. Et Kifa, il va quitter Kifa pour aller à Nema. C'est le tribunal de Nema qui est compétent pour tout ce qui vient de Kifa, Selibavi, etc. Selibavi maintenant peut aller sur 2 points. Peut aller sur Nema comme peut aller sur Nouakchott. Donc imaginez Nouakchott, Selibavi, c'est trop loin. Si la personne n'a pas les moyens et que sa cause n'a pas été prise en charge par une organisation, ce n'est pas prise en charge par l'État. C'est elle-même qui doit payer ses frais de déplacement, ses frais de séjour, etc. Mais il y a de quoi se décourager. Elle va se décourager. Et ce n'est pas elle seule qui est, parce qu'il y a peut-être tous les membres de sa famille qui sont victimes de l'esclavage. Elle se décourage parce que pour s'acheminer vers le tribunal de Nouakchott ou s'acheminer vers le tribunal de Nema, c'est des moyens. Et comme elle n'a pas les moyens, elle préfère dire, bon, moi je vais. Maintenant, c'est qui sont devant les juridictions? Ceux qui sont devant les juridictions, c'est les organisations. C'est SOS Esclaves, c'est AMDH qui est devant les juridictions. Et peut-être un peu IRA, qui a quelques dossiers, et la fondation Sahel. Peut-être Aminetou, à FCF, qui a des questions sur les femmes, les viols, etc. Ce sont les seules organisations, en tout cas à ma connaissance, qui sont devant ces juridictions-là. Le deuxième bémol, c'est quoi? C'est que ces décisions, quand elles sont rendues, la personne qui a été condamnée, pour qui on a reconnu effectivement sa culpabilité, elle ne purge pas sa peine. Rares sont les cas où elle a purgé sa peine. La loi parle d'une condamnation qui peut être une peine correctionnelle. 2 ans, c'est une peine correctionnelle.
Jusqu'à 5 ans, c'est une peine correctionnelle. De 6 mois à 5 ans, ça, c'est des peines correctionnelles. De 5 ans, en haut, c'est des peines criminelles. Rares sont les juridictions qui ont rendu des peines criminelles. Et la loi, elle prévoit le maximum de la peine, c'est 30 ans. Or, les juridictions qui ont rendu des décisions, c'est la juridiction de Néma qui a rendu des décisions là-dessus jusqu'ici. Ils ont rendu des décisions entre 6 mois et 2 ans. Et ces personnes n'ont pas purgé leur peine. Parce qu'il suffit que la personne soit condamnée, elle fait immédiatement appel. Et pendant qu'elle fait appel, on lui introduit une demande de liberté provisoire. Elle est en liberté provisoire et c'est bon. L'affaire est enterrée. L'affaire est enterrée, de sorte que d'abord la victime, elle est découragée parce qu'elle se dit ça ne sert à rien, parce que cette personne, moi je l'ai traînée, vous m'avez dit de le traîner devant la justice, je n'ai rien reçu. Puisque je n'ai rien reçu, ce n'est pas la peine. Donc il restera l'ONG qui était l'initiateur de cette procédure et qui va continuer. Et qui va continuer, c'est quoi? C'est des villes qui sont extrêmement loin. Il faudrait aussi que l'ONG ait les moyens et les possibilités de pouvoir suivre, non seulement de mettre un avocat, parce qu'on met un avocat derrière cette affaire, et l'avocat, ses déplacements, c'est tout, l'avocat n'est pas gratuit, donc il faut payer l'avocat. Donc si vous n'avez pas un projet avec lui, et généralement les projets aussi ne prennent pas, parce que quand un projet prévoit, par exemple, les frais d'un avocat, 40 000 ouguias, 20 000 ouguias, 50 000 ouguias, aucun avocat ne va accepter. En dehors du petit cercle d'avocats qui sont des personnes peut-être liées, plus ou moins liées, de loin ou de près, à la question d'esclavage. Ou des personnes qui ont beaucoup travaillé, tel mon cabinet, etc., sur cette question-là. Mais je dis que moi, par exemple, en tant qu'avocat, etc., si je veux me rendre aujourd'hui à Néma, etc., ça va être très difficile pour moi. Je vais faire quoi? J'envoie mes jeunes collaborateurs. Même si j'envoie mes jeunes collaborateurs dans ces questions-là, je vais demander à mes clients de payer un montant qui peut-être parfois ils vont sa valeur demander, sembler être exorbitant. Moi, en tant que personne, en tant que président de l'AMDH, je peux partir, mais l'AMDH ne me payera pas parce que je suis la présidente de l'AMDH. Ne me payera pas. Je peux me rendre et défendre cette affaire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je me prends en charge pour mon déplacement, je me prends en charge pour mon séjour et je ne sais pas combien de temps je vais rester là-bas. Si je pars pour un jour, quand je pars par la route, au minimum, je ferai 48 heures. Donc 48 heures, avec, je fais 4 jours de route. Sans compter le séjour que je vais passer, je ne sais pas combien ça va me prendre. Mais si j'envoie un jeune confrère, qui est un jeune confrère, quand même, il m'a dit non, maître, moi, tu ne peux pas m'envoyer. Le problème, c'est qu'on n'a pas un système de pro bono qui permettrait aujourd'hui de pouvoir mieux gérer cette question d'esclavage. L'idéal aurait été qu'au niveau du barreau mauritanien, qu'on ait cette section chargée de la question de l'esclavage, n'est-ce pas, et de la petite enfance, qui peut en tout cas inciter un système de pro bono pour payer tous les jeunes avocats qui pourraient se rendre devant ces juridictions afin de défendre les victimes qui sont devant ces juridictions-là. Il n'y a pas d'avocat commis d'office en Bretagne? Seulement en session criminelle. Ah d'accord. Là, je reviens juste sur les organisations que vous avez citées et sur la question de la preuve. Concrètement, lorsque ces organisations elles vont devant les tribunaux, elles apportent quoi? Des témoignages, des documents Elles apportent des témoignages parce que, comme je le dis, quand on est droit de l'homme, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut recouper les informations. Et il faut aller sur le terrain faire une enquête. Donc on fait. Que des gens témoignent. Oui. Et c'est pas toujours évident d'avoir. Non, il y a certains qui témoignent. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un état d'esprit et de mentalité, dans certains, surtout dans la question de l'esclavage. Pour les communautés haratines, je ne dis pas que tout le monde, c'est vrai. Le maître, il a toujours, comment dirais-je, son petit harem où beaucoup de gens seront toujours de son côté parce qu'il leur propose une certaine situation, des choses, etc. S'ils sont assez ouverts, ils peuvent comprendre. Comme certains peuvent dire, dans la même famille, on a vu où les gens se montrent contre les autres. Okay. On a vu dans la même famille où le jeune homme de 17 ans ou le jeune homme de 20 ans, 25 ans va dire moi je suis esclave, je suis exploité de 6 heures du matin jusqu'à 3 heures du matin, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Il y a sa maman ou sa soeur ou quelqu'un d'autre qui dit c'est faux, ben non, il est juste un enfant de la famille et c'est normal quand il n'y a pas quelqu'un que lui il fasse ce travail-là. Donc on a eu beaucoup de cas comme ça devant les juridictions où les gens se chargent les uns les autres et qui nient complètement donc la négation. Aujourd'hui, on est plutôt chez les soniqués dans la question de l'apologie de l'esclavage. L'apologie, carrément. Carrément. Mais donc les gens assument. Oui. L'AMDH travaille beaucoup sur l'apologie de l'esclavage. C'est la question que je voulais vous poser après, justement, parce que vous avez évoqué l'esclavage dans les autres communautés, et notamment la communauté soniquée. Oui. Là, c'est l'apologie de l'esclavage. C'est plus l'apologie de l'esclavage et l'expropriation foncière. En fait, moi, je dis qu'à partir du moment où l'esclavage a été introduit dans la constitution mauritanienne comme étant un crime contre l'humanité, il devrait y avoir une procédure de saisine d'office par le procureur de la République à partir du moment où il est informé. C'est comme ça qu'on peut régler. Or, aujourd'hui, il n'y a pas une saisine d'office. C'est seulement partie civile. Alors, moi, je dis que non, l'esclavage appartient à un crime contre l'humanité. Quand on parle de crime contre l'humanité, que ce soit esclavage ou autre, on parle impérativement associé à la procédure de saisine d'office. Parce qu'il faut donner la possibilité au ministère public, n'est-ce pas, de pouvoir se porter partie dans ce procès et se saisir de cette affaire. Or, ici, ce qui se passe, c'est que les preuves qu'on apporte, c'est d'abord les témoignages. On cherche à recouper tous les témoignages parce que quand la personne vient vous voir et vous dire, moi, je suis esclave d'une telle famille ou de telle personne, on ne va pas dénier, on ne va pas dire que c'est faux ce qu'elle dit. Mais on a besoin de
recouper ces informations. Ouais. Vous avez évoqué la question de l'état civil au début de l'interview. Et l'état civil, les Haratines et les Négro-Mauritaniens, c'est les communautés les plus impactées. Là, concrètement, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas de papier en fait. Ils n'ont pas de papier. Une légère différence, c'est que chez les Négro-Africains, en dehors des familles qui ont été à l'école depuis les temps coloniaux, les enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil. Par exemple, la fille, elle n'est enregistrée que quand elle se marie, si elle n'est pas à l'école. Après, on a toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité, ou là où elles habitent, il n'y a pas du tout de centre de santé, il n'y a pas du tout d'officier d'état civil. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a rien. Donc ces enfants, ils sont nés à la maison, ou ils sont nés en brousse, etc. Il n'y a pas de papier. On ne peut pas établir avec exactitude leur date de naissance. La mère, par exemple, dira non, il est né peut-être quand il y avait le grand vent. Combien il y a de grands vents dans l'année? Il y a une référence climatique. Absolument. C'est plutôt ces situations-là qui concernent les familles haratines qui n'ont pas de papier, par exemple. Je dis que la question des familles haratines est identique à la question des négro-africains. Mais ce qui va amplifier et aggraver la question des haratines, c'est établir la filiation, le père. C'est la question de l'esclavage sexuel. Absolument. Qui est le père de cette femme? Elle a eu des enfants, elle ne s'est jamais mariée. Elle s'était accompagnée de monsieur X. Parce que ses maîtres l'avaient voulu. Il fallait qu'elle ait des enfants, qu'elle préserve la lignée, etc. Ils vont la mettre avec l'esclave de telle personne. Elle va avoir des enfants. Mais il est difficile pour elle de pouvoir établir qui est le père réel de ses enfants. Même si elle sait le père, qui est le père, elle ne sait pas, il est originaire d'où. Et celui-là n'a pas de papier non plus. Il n'a rien, parce que lui aussi, il est venu de la même manière. Il ne sait pas qui sont ses parents. Peut-être qu'il est né en Nouakchott, il a été pris à la naissance, peut-être 1 mois, 2 mois. On prend sa mère, on le récupère avec. Il va rester à ses 5 ans, on l'arrache à sa mère, on le donne à une autre famille. Donc c'est parti comme ça. Et c'est là ce qui a posé énormément de difficultés dans les familles haratines. De pouvoir surtout remonter l'étape de la filiation. Et c'est pour cela que beaucoup parmi eux portent le nom de la mère. Et donc, de sorte que dans la famille, on a 2 catégories d'enfants. Il y a la première catégorie qui est esclave et la deuxième catégorie qui est libre. Et donc, ça crée un problème au niveau social. De sorte que c'est comme si nous avons 2 familles qui n'ont aucun lien ensemble parce que c'est là, ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres et ils ne veulent pas avoir beaucoup de relations avec la deuxième famille. Et pourtant, ils sont de même truc. Donc, ça existe. Et c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui paie ces pots cassés. Parce que, 1, les enfants ne peuvent pas s'accompagner. De 2, ils ne peuvent pas se marier ensemble. De 3, la reconnaissance légitime. On est du même grand-père, on est du même grand-mère. Ça a été fait de sorte que socialement, juridiquement, etc., je ne peux pas revendiquer quelque chose chez vous. Donc, la loi de 2007 n'a pas réglé toute cette question-là. C'est-à-dire que l'État civil mauritanien n'a pas encore réussi à régler la question haratine. Comme ils n'ont pas réglé la question de manière générale de l'état civil dans toute la population mauritanienne. Majoritairement les haratines de peau noire, effectivement, mais il y a aussi des haratines de peau blanche. Il y a les milâtres, les trucs, etc., qui ne sont pas reconnus et qui n'ont aucun droit. Aucun droit par rapport, non pas seulement à leur position sociale, mais par rapport ni à l'État, ni à leur communauté. Et de la même manière, je mettrai dans ce même lot les Nemadi, qui sont les chasseurs de chiens. C'est une tribu morte. C'est des Imraguens, en quelque sorte. Mais avant, ils sont connus comme étant des chasseurs de chiens. Et ces gens-là peinent aussi à trouver un état civil. Moi, j'ai eu écho que certaines familles, justement parce que la cause haratine est assez visible aujourd'hui, vont par exemple plus recourir à des personnes domestiques chez eux qui sont maliens ou d'autres nationalités et qui n'ont pas beaucoup de monde en fait pour les défendre. De même que dans beaucoup de familles, on trouve des personnes qu'on ne va pas forcément qualifier d'esclaves, mais qui sont, en tout cas, où il y a comme une sorte de flou sur leur statut domestique, des gens qui sont ramenés directement du village par exemple, et ça pas seulement chez les morts mais même chez les familles gueules, etc. La question du droit du travail, il est rarement abordé. Est-ce que vous à la MDH vous l'abordez aussi? Oui, c'est toutes ces personnes qu'on amène de l'extérieur, non seulement des étrangers, mais aussi des Mauritaniens, n'est-ce pas, qui sont exploités par leur famille. Souvent, c'est des parents proches qui ne sont pas rémunérés et parfois qui n'ont pas de documents du tout. Pour les étrangers qui arrivent ici et qui ont des documents, on leur retire leurs documents. C'est exactement ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Donc, la Mauritanie, nous, à MDH, on a travaillé sur la question, par exemple, des enfants jockeys, là où on a parlé, donc, qui a fait ce qui nous a valu le code de protection pénale de l'enfant, mais aussi la question de la migration. Parce que les mots ici, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils trompaient les familles haratines pour leur dire cet enfant que vous allez essayer de mettre à l'école ou bien qui est dans la rue ou qui est fait cela, vous me donnez procuration. Parfois, il n'y a aucun lien. Parfois, il n'y a aucun lien. Ce n'est pas un enfant esclave, ni ici d'une famille esclave. Non. C'est juste un voisin, par exemple, ou un gardien d'école qui voit un enfant qui débarque tous les jours et puis ils appellent le père. Il dit au père, écoute, nous on pense que cet enfant que tu as mis à l'école, il n'a pas de chance ici, etc. Par contre, si vous vous me donnez procuration, je l'amène en Arabie Saoudite, vous allez gagner plusieurs choses. 1, il va étudier le Coran, donc il va devenir un homme juste et normal, etc. De 2, il sera très bien rémunéré. De 3, il aura un bon entretien, il sera une très bonne éducation et donc vous n'avez rien à perdre. Et
souvent, il y a eu beaucoup de familles qui sont tombées dans le piège, qui ont fait des procurations et qui ont donné à ces gens-là. Donc, ils ont transporté ces enfants. Généralement, c'est des enfants de 5 ans à 10 ans. Et c'était des enfants qui étaient utilisés pour être jockeys sur les chameaux. Donc, nous, on a suivi ces dossiers. Et fort heureusement, je pense que l'Arabie Saoudite a bien enregistré la question. Donc, aujourd'hui, même s'ils le font encore, ça va être des cachettes, sous cachette. Ils utilisent maintenant des marionnettes sur les chameaux, n'est-ce pas, pour faire les courses de chameaux, etc. La seule chose qu'on n'a pas pu faire, c'est l'indemnisation. Parce qu'au niveau de la Mauritanie, ils ont essayé aussi de temporiser la question en disant non, ce monsieur, il l'a fait non pas parce qu'il voulait mal se comporter avec cet enfant, il ne l'a pas vendu, etc. Mais il voulait aider la famille parce que c'est une famille déshéritée. De la même, les filles mauritaniennes qui sont parties en Arabie Saoudite pour chercher du travail, qui ont été transformées en esclaves complètement. Mais le problème, ce n'est pas à partir de l'Arabie Saoudite, c'est à partir de la Mauritanie. Parce que nous, actuellement, on gère un dossier. La fille, elle est partie d'ici et c'est son voisin qui a réussi à convaincre ses parents en disant non, mais votre fille, le père, vous êtes vieux, vous êtes ceci et cela, votre fille, elle est encore en nature. Elle étudie, elle ne fait plus les études, envoyez-la travailler en Arabie Saoudite. Elle vous amènera de l'argent. Ils ont dit d'accord. Donc, ils ont signé un document avec ce monsieur-là, qui était un jeune mort. Ils ont signé un document. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce jeune mort, il a reçu l'équivalent de $6,000. Et c'est les $6,000 que $1,000 il a donné à la famille. Même pas, parce qu'il a donné à la famille 90 000 ouguias. Il a fait les papiers pour la fille, etc. Elle est partie. Or, comme la fille, elle ne lit pas, ce qui est mentionné, c'est que le nom de la fille n'est même pas mentionné sur le document. Mais elle a voyagé avec ce document. Elle est arrivée en Arabie Saoudite. Et quand elle est, c'était une famille où la femme avait un salon de coiffure, etc. Elle était censée être une bonne à la maison. Donc, domestique à la maison, elle va faire le nettoyage, etc. Et un matin, sa patronne se présente à elle pour lui dire, tu vas aller au salon. Elle dit, non, je ne vais pas au salon. Pourquoi je vais faire un salon? Vous m'avez recruté pour faire le travail de la famille, etc. C'est ce que je fais. Je ne vois pas quelle est mon utilité au salon. La dame lui dit, moi, ce que je te dis de faire, c'est ce que tu vas faire parce que tu es mon bien. Moi, je t'ai acheté. Puisque je t'ai acheté, tout ce que je te dis de faire, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, gare à toi. Donc, les menaces, elle a menacé de mort. Donc, elle dit, elle avait peur ce jour-là, elle dit, j'ai eu peur. Donc, elle est partie avec elle. Quand elle est arrivée, c'est que la vie ne lui a pas plu du tout. C'était pas un salon ordinaire. Donc, elle a dit, non, moi, je ne suis pas là pour faire ce travail-là. Je vais rentrer. Donc, qu'est-ce qu'elle va suivre? C'est qu'elle a été arrêtée. Elle a fait 2 mois de prison. Finalement, ils ont fait un arrangement comme quoi, cette fois-ci, la dame ne va pas la faire travailler chez elle, mais elle va la céder à une amie à elle. Là, elle a accepté. Et à partir de cette deuxième personne qu'elle a réussi à s'échapper, elle est partie se réfugier à l'ambassade de Mauritanie. Bon, je dis qu'elle a la chance parce que ce jour-là, elle a trouvé quelqu'un qui était vraiment choqué par le comportement qu'ils ont. Ils lui ont fait faire des papiers. Elle n'est pas revenue avec ses papiers. Donc, on laissait passer. Elle a voyagé avec un laissez-passer. Et le dossier actuellement pendant devant le juge d'instruction depuis. Ça fait presque 2 ans. Ils ne feront jamais d'enquête parce qu'ils n'iront pas jusqu'en Arabie Saoudite pour faire les enquêtes. Mais ils n'ont pas besoin d'aller en Arabie Saoudite parce que cette personne-là qui l'a fait partir, c'est celle-là. Parce que le crime a commencé au niveau de la Mauritanie, pas au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est des dossiers quotidiens, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Maintenant, je dis que pour la question de l'esclavage, chez les Haratines, ça continue. On ne regarde pas seulement les Haratines qui sont installés dans les villes et qui sont à l'université. Il y a d'autres. La grande masse, elle est dans la bourse. Dans les villes régionales, on va trouver des familles entières. C'est facile de berner quelqu'un quand les organisations viennent faire une enquête. Cette jeune femme qui est utilisée à la maison, elle n'a peut-être jamais eu une montre, elle n'a jamais eu un truc, mais on va lui acheter une montre, on va acheter un téléphone, on va lui acheter des habits neufs, on la coiffer, faire truc pour dire, vous voyez, elle est dans une... Voilà, mise en scène. Voilà, vous voyez, elle est dans une situation très parfaite, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas, madame? N'est-ce pas, mademoiselle? N'est-ce pas? Vous êtes notre fille, etc. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va acquiescer. Elle va dire, oui, c'est vrai. Mais en réalité, si elle n'est pas assez éveillée pour chercher à rejoindre l'organisation et avoir des trucs, ben, c'est foutu. Et chez nous, dans la communauté négro-africaine, c'est exactement ça. Généralement, la communauté négro-africaine, les gens utilisent soit une fille proche de la famille, soit une nièce, une cousine, etc. Et généralement, c'est quoi? C'est que soit un des parents est décédé, donc les gens essaient de dire je la récupère pour essayer de trucs. Mais généralement, ça tourne mal. Soit elle a la chance, elle est tombée dans une famille assez ouverte à ces trucs, donc qui la met à l'école et qui l'enseigne comme les autres enfants, etc. Soit elle tombe dans une famille où elle n'a pas de chance du tout de pouvoir respirer convenablement. On va l'utiliser comme la bonne à tout faire, etc. etc. Et les 2 cas existent. On
remercie maître Fatima Tambaye, que l'on quitte pour aller à la rencontre d'une autre personnalité, Brahim Bilal Ramdan, professeur de philosophie de métier et activiste des droits humains. Lui-même ancien esclave, il est le président de la Fondation Sahel, qu'il a co-créée en 2017. Cette fondation compte une commission dédiée aux droits humains, qui s'attaque aux dossiers liés à l'état civil ou aux pratiques d'esclavage, mais c'est surtout par sa commission éducation qu'elle s'est faite connaître, puisqu'elle a, depuis sa création, accompagné la scolarisation de près d'1 millier d'enfants haratines, jusque-là exclus du système scolaire, en démarchant des écoles privées pour qu'elles en acceptent dans leur classe, notamment à Nouakchott et à Nouadhibou, en attendant de pouvoir mener davantage d'actions dans l'intérieur du pays. Il nous avait reçus le 3 avril 2021 au siège de la Fondation Sahel, situé au quartier Sokojim PS, toujours à Nouakchott. Avec lui, nous avons abordé la question des droits économiques et sociaux et le levier considérable que constitue l'instruction scolaire et l'éducation pour l'émancipation des Haratines. Il commence par partager avec nous le processus qui l'a amené tout à la fois à sortir de sa situation d'esclavage et à entrer dans la lutte politique. J'ai évolué avec la lutte, parce que quand même la lutte évolue, la problématique évolue. Il n'y a plus l'esclavage comme il y a 40 ans ou 50 ans en Mauritanie, même s'il continue toujours à exister. Et tant qu'il y a un seul esclave, on peut toujours dire qu'il y a l'esclavage. En tant que pratique, non pas seulement l'esclavage moderne, mais l'esclavage traditionnel. Évoluer, j'entends par là, renouveler les méthodes de lutte. Nous pensons aujourd'hui à la Fondation Sahel que la bonne méthode aujourd'hui pour lutter contre l'esclavage et les séquelles de l'esclavage, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est de scolariser les enfants et même les adultes, que c'est la porte vers la société, vers la cité, que les esclaves, de façon générale, vivent vraiment à la marge de la société, sont marginalisés. Vous dites que vous-même, vous en avez été victime, donc c'est-à-dire qu'étant enfant, vous étiez vous-même dans situation d'esclavage avec votre famille? Oui, vous savez, l'esclavage, dans la tradition mauritanienne, on est esclave, on ne peut pas devenir esclave. On est esclave quand la maman est esclave, automatiquement tu es esclave. On ne peut pas devenir esclave. On est esclave par la mère. Par la mère. Alors ma maman était esclave. Bon, j'utilise le mot esclave malgré que je ne suis pas convaincu. Était en tout cas mise en esclavage. Je me rappelle très bien de son histoire qu'elle m'a toujours racontée. Elle était donnée comme cadeau à une famille qui venait d'avoir un premier fils. La tante de ce premier fils lui a donné ma maman comme cadeau de naissance. Alors, c'est une pratique courante? Oui, c'est une pratique très courante. En général, en Mauritanie, quand une famille trouve un enfant, un garçon, le premier, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un événement énorme. Et le contraire, quand c'est une fille, c'est pas un événement. En fait. C'est pas un événement, c'est plutôt triste. Alors, ma maman a été donnée par la tante de cette famille-là à ce nouveau-né. Donc, automatiquement, elle était amenée là-bas, elle était très jeune, elle avait dans les 12, 13, 14 ans. Elle s'est trouvée esclave dans cette famille. Alors, elle fait tous les travaux que faisaient les esclaves dans le temps. Travaux domestiques, c'était l'esclavage domestique. Alors, elle faisait la cuisine, elle faisait le nettoyage. Elle s'est mariée plus tard. Je suis venu, troisième de la famille. J'ai une sœur, un frère et moi. Quand tu es né dans ces milieux-là, tu es esclave. C'est ça la pratique, c'est très commun. Il n'y a rien d'extraordinaire. Personnellement, à un certain moment, quand j'avais 15 ans ou 14 ans ou 16, quand j'ai commencé un peu à réaliser, j'ai trouvé que je ne me posais pas de questions, je ne me faisais pas de soucis. Ce n'est pas grave, oui. Dieu nous a créés ainsi, voilà. Dieu m'a créé esclave et il a créé ce monsieur-là, maître esclavagiste, et voilà. Je ne me posais pas de questions. Ça, c'est quelque chose qui est ancré dans... Voilà, ça on t'inculque. Le milieu, là où tu es, il y a les morts et il y a les esclaves. Et en général, le milieu où j'étais, ce n'est pas n'importe quel mort, parce que j'étais esclave dans la famille du premier président de la République islamique de Mauritanie. Donc ce n'est pas n'importe quelle famille, c'est sa famille. Si on pouvait parler d'évolution ou de changement, ça allait commencer quand même dans la famille du président de la République. Et je suis né bien après l'indépendance. Je suis né en 1966. Alors je parle de quelque chose qui n'est pas très loin. Ce n'est pas il y a un siècle. Je parle des années 1980, 85, 86.
etc. Donc, je ne me posais pas de questions. Je sais que la maman aussi ne se posait pas de questions parce qu'autour de nous, c'est comme ça. Ça, c'est 4 ou 5 familles mauresques et il y a 10 ou 20 ou 15, je ne sais plus, 25 ou 30 familles d'esclaves. Donc, on sait que quand tu es noir comme moi, tu es esclave. Voilà, nous les esclaves, on joue ensemble, on mange ensemble, nous sommes ensemble et les Maures sont là-bas ensemble. Il y a une différence. Et voilà. Comment s'est fait un peu le déclic qui vous a fait un peu du coup questionner tout ça, et est-ce que votre engagement sur cette question-là, elle s'est faite au même moment ou est-ce qu'elle est venue plus tard? Non, elle est venue bien après, parce que la coïncidence a fait que j'étais allé à l'école. C'est une autre histoire, parce que dans notre village, le village devait ouvrir une classe. Et le gouvernement, dans le temps, ça c'est les années 60. Dans quelle région Ça c'est la région du Trarza. C'est Boutilimite. En fait. C'est Boutilimite. Ouais, donc tout près, quoi. En fait. Tout près, 150 km d'ici. Donc il devait ouvrir une classe, et le gouvernement, je pense, avait exigé qu'il faut 15 enfants pour ouvrir la première classe. Vous aviez des papiers à ce moment-là? Vous-même Non, on ne demandait pas les papiers. Non, on a demandé les papiers quand on devait faire l'entrée en 6e. C'est mon premier. Pour passer l'examen. Voilà, pour passer l'examen. C'est l'entrée en 6e, c'est en 1977 que j'ai eu les papiers. Ils sont trouvés dans le village 13 enfants, Bontin, fils de Mour. Et voilà, il m'ont pris avec un autre esclave pour un peu compléter la classe. C'était les années 70, 71, 72. Et le vent commençait un peu à souffler. Il y a des gens qui sont contre l'esclavage. Il y a des organisations qui commencent, les Kadéhines, les MND, les premiers prémices du mouvement Al-Hur, qui est le premier mouvement qui s'est levé contre l'esclavage. Donc, Hur qui signifie libre. Oui. Ça veut dire libre. Donc, avant moi, mon frère aîné et ma sœur aussi, qui est d'ailleurs l'aîné de la famille, ils ont passé par le même chemin. On les prenait toujours pour compléter la classe. Mais eux, quand on complète la classe, elle s'ouvre, on les retire. Alors moi, on ne m'a pas retiré parce qu'il y avait déjà le vent qui soufflait. J'ai un oncle qui habite dans la ville, qui a commencé à être cité ici et là comme étant quelqu'un qui s'élève contre l'esclavage. Donc, on ne m'a pas enlevé de l'école, j'ai continué avec l'autre collègue et nous sommes réussis à l'entrée en 6e pour aller. Donc maintenant, je devais quitter le village pour aller au collège. Le collège n'est pas dans le village, il faut aller en ville. Arrivé en ville, la première année collège, c'est là-bas où j'ai commencé à se poser des questions. En ville, c'est-à-dire à Boutilimite? À Boutilimite. Même si ce n'était pas une ville dans le sens vraiment très moderne du terme, mais par rapport à mon village quand même, c'est assez plus large et tout simplement plus large, pas d'autres. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. Quelle est la différence entre moi, ça c'est mon cousin, ça c'est le cousin de mon père, ça c'est lui-là. Quelle est la différence? Pourquoi ils sont libres et moi je ne le suis pas? J'ai commencé à me poser des questions. Vous le formuliez comme ça, libre ou pas libre? Non, c'était tout ça, ça se jouait dans ma tête. Ça à l'intérieur de moi. Parfois, je posais des questions à mon grand-père maternel qui a continué mon éducation parce que ma maman est restée dans le village. Et parfois aussi, j'entends des mots, des gens qui disent il est esclave. Je sentais un peu l'humiliation. Tout ça, c'était des stimulants. Mais le grand déclic va venir quand en 1980, je devais quitter Boutilimite pour aller à Rosso faire le lycée. Parce qu'il n'y avait pas de lycée là-bas, il n'y avait qu'un collège. Je devais aller au lycée, c'est en 1980 exactement. Arrivé à Rosso, c'était le tribunal, le jugement des premiers dirigeants du mouvement Al-Hur qui a eu lieu à Rosso en 1980. Fin 80, début 81. Parce que ça a duré 3 mois. Alors, Al-Hur, c'est le premier mouvement. Al-Hur, le mouvement d'émancipation, de libération et d'émancipation des Haratin. C'est comme ça, Al-Hur. En fait, c'est un sigle. Oui. Il y a éradication, il y a libération, il y a émancipation, libération des Haratin. C'est le premier mouvement. Ce mouvement est né le 5 mars 1978. Il a fait la première sortie publique
en 1979, suite à un incident qui a eu lieu à Attar. À Attar, il y a eu une esclave qui a été vendue dans le marché d'Attar en plein jour. Et le bruit a couru. Dans le temps, quand le bruit courait, c'est pas comme maintenant. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Allo. Donc, il faut 2 mois pour que ça arrive à Nouakchott. Il faut 1 année pour que ça arrive à Rosso. Donc, il n'y avait pas de moyens de communication comme maintenant. Mais eux, ils étaient au courant et ils ont fait publiquement une marche de protestation et tous les dirigeants étaient arrêtés et emprisonnés et envoyés à Rosso pour être jugés là-bas. Pourquoi à Rosso? Pourquoi à Rosso? Pour 3 raisons. Et ça, c'est mon interprétation. Peut-être que ce n'est pas vrai. La première raison, c'est que le système mauritanien, le gouvernement mauritanien, qui a été toujours dominé par la minorité mauresque, les arabo-berbères, voulait envoyer un message à l'intérieur du pays pour dire ces gens qui sont emprisonnés, qui sont arrêtés, ce n'est pas à cause du problème de l'esclavage, non, c'est ils sont contre les Maures. Et nous, on les a arrêtés parce qu'ils sont contre les Maures. Ils sont mauvais, ils sont voilà. Le message est arrivé même chez moi. On a envoyé les préfets, on a envoyé les gouverneurs pour expliquer aux gens. Deuxièmement, Saoud El-Belkhair, qui était le premier président de ce mouvement, en ce moment-là, était le préfet central de Rosso. Donc, il fallait lui envoyer aussi, lui et à tous ceux qui le connaissent, un message. Dire voilà, il était avec eux, mais maintenant, regardez, il est à Rosso, et à Rosso, quand même, ils ne peuvent pas dire que les Haratines n'ont pas de poste, parce que celui-là, c'est le préfet. Donc, troisième hypothèse, ou troisième, en tout cas, lecture, on voulait aussi envoyer un message à l'intérieur du pays, dans les milieux morts, pour leur dire que les Haratines du mouvement Al-Hur sont proches des négro-africains. Ou voire même ils sont manipulés par les... Ils sont même manipulés par les négro-africains, manipulés par le Sénégal. Donc on rappelle juste que Rosso, c'est la ville frontière avec le Sénégal, donc c'est là aussi que le message... Exactement. Surtout que vous avez certainement rencontré Boubacar El-Messoud, le président des SOS Esclaves, il est de Rosso. Comme il est de Rosso, Boubacar, en général, il parle mieux Wolof que Hassania. C'est un peu le milieu où il était élevé. Voilà, donc ce sont les 3, en tout cas les 3 lectures qu'on avait. Moi, j'étais très jeune, j'étais lycéen, et j'ai assisté à ce procès. Je me rappelle très bien, il n'y avait pas beaucoup de monde, même si c'était ouvert. Ça n'intéressait personne. Les gens avaient peur, de s'approcher. Les Haratines avaient peur de s'approcher d'eux, parce que ça, c'est des gens mauvais, c'est des racistes, c'est des gens... Donc, les gens ne sont pas venus assister. Moi, j'étais là-bas parce que l'un de ces prévenus était mon oncle. Donc, la présence de mon oncle fait que, voilà, je suis attiré par ce qui va se passer. Mon oncle est emprisonné, de toutes les façons, c'est mon oncle. L'issue du procès, ça a été quoi? C'était 2 ans ferme. Mais 3 mois après, ils étaient libérés. Ils avaient une liberté provisoire. C'est lorsqu'ils les ont mis en prison, ils ont commencé à négocier avec eux. Et à leur sortie de la prison, là-bas, ils sont sortis divisés. Certains sont partis même dans l'extrême... droite, vers les nassiristes et les baadistes, c'est Sraïrou Mbarak, Achour et consorts. Certains sont sortis amis avec le système en place, comme les Bouiguel et consorts. D'autres sont sortis radicaux, comme Boubacar Messoud et consorts. Donc, ils ont commencé à négocier avec eux pour leur dire, voilà, vous pouvez avoir des postes, et laisser tomber, etc. C'est ma présence à ce procès-là qui était vraiment le déclic. Parce que là, j'ai entendu beaucoup de choses. Je me rappelle très bien que tout le procès était en français. En français? Il n'y avait pas un mot en hassaniani dans une autre langue. Tous les dirigeants parlaient français. Tout était en français. C'était recherché ou c'était voulu, ça? Non, je ne sais pas. Bon, il n'y avait pas... En tout cas, je me rappelle très bien que tout était en français. Pour autant, votre engagement à vous, militant, il a été plus tardif que ça? Ça a commencé avec ce procès-là. Avec ce procès-là, je suis sorti de là-bas vraiment engagé, convaincu. J'étais convaincu que ce que j'ai laissé derrière moi là-bas n'est pas normal. Mais j'ai compris que je n'étais pas le seul. J'étais jeune. Je disais toujours à mes amis, nous, on doit faire quelque chose pour que les gens nous mettent en prison. Il faut chercher à... Il faut chercher à aller en prison. Le bruit qui court là, on était vraiment très contents de ces gens-là qui étaient devant le tribunal, qui dénonçaient l'esclavage, qui étaient contre. Alors que 95, plus 98% des Haratines sont contre eux. Tu trouves les Haratines étaient en train de les attaquer eux, de dire que c'est haram. Ils sont fous. Moi, je comprends parce que je peux me mettre dans la peau d'un esclave. Je sais ce qu'il pense. Je sais ce qu'il y a dans sa tête. Je sais qu'il n'y a rien ici. Donc, je comprends très bien pourquoi cette réaction.
ces réactions-là de ce genre. Mais bon, les choses ont évolué quand même. J'ai commencé mon militantisme depuis 1981. J'étais de la deuxième génération de l'Hor. Donc cette organisation dont vous aviez vu le procès, vous êtes rentré dedans. Exactement, comme deuxième génération. Je me rappelle très bien, pendant ces années-là, on ne connaît pas les dirigeants de l'Hor. On connaît un seul, c'est lui qui nous formait. Et les autres gars, quand on lui demande de leurs nouvelles, il dit qu'il ne les connaît pas. Okay. Voilà, c'est la clandestinité. Les gens avaient peur. L'organisation a été interdite officiellement? Interdite. D'accord. Elle n'a jamais été reconnue, les gens sont pourchassés, les gens sont interdits. Mais quand même, ça a marché. Vous savez, il n'y avait pas de parti politique en Mauritanie. Les seuls créneaux ouverts pour les Mauritaniens pour faire la politique, c'était les syndicats. Donc, moi, j'ai adhéré dès 82-83 à un grand syndicat qui existait qui s'appelait l'INESM. C'est l'Union des étudiants et stagiaires mauritaniens. Parce que j'étais à l'université. Et il y avait l'autre syndicat qui est l'ITM. Il n'y avait que ça. Ça, c'est les deux créneaux qui existaient. Donc, la bataille se faisait au niveau des syndicats. C'est comme ça, nous étions les représentants du mouvement au sein de cette INESM. On faisait notre lobbying avec les autres mouvements qui sont proches de nous, etc. etc. J'ai continué. En 90, il y a eu cette ouverture démocratique. Il y a eu un parti politique. Je suis venu dans ce parti politique parce que je suis membre d'un mouvement, le mouvement Al-Hur, dirigé en ce temps par Messoud, etc. Ce sont les étapes. J'ai continué à adhérer dans ce parti. En 2009, j'ai pris moi-même une décision de quitter carrément la politique, peut-être momentanément. Mais momentanément, ça veut dire 20 ans, au minimum. Parce que j'ai compris que nous sommes en train de chercher à cultiver un champ, à récolter un champ qu'on n'a pas cultivé, qu'il faut d'abord cultiver. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la société civile. Et là, j'ai commencé à écrire, à prendre contact avec SOS Esclaves, avec d'autres organisations, etc. Taf, je me suis rencontré avec Biram. C'était en fin 2009. Voilà, j'ai accompagné la naissance d'IRA. Parce que IRA Mauritanie est née le 13 décembre 2010. Parce que c'est la première action qu'elle a faite publiquement. Ensuite, à cette action-là, ça a commencé les emprisonnements et autres et autres. C'était quelle action à l'époque? À l'époque, on avait découvert 2 petites filles esclaves à Arafat, qui étaient esclaves dans une famille. La femme était cadre à la Banque centrale de Mauritanie. Quelqu'un nous a montré ou nous a signalé l'existence de ces 2 filles esclaves. Et alors, nous étions partis toucher les autorités pour les informer. Et la police était partie avec nous et c'était un grand jour. Alors, la police était partie avec nous. Lorsqu'on a amené des esclaves, la police voulait nous séparer des petites pour faire les magouilles. Nous, on avait refusé parce qu'on savait ce qu'il allait faire. Donc, on avait refusé. Ça a fait des escarmouches, ça a fait des frottements entre nous et la police. Ils ont emprisonné certains parmi nous. Certains ont accompagné les filles. Moi, je faisais partie de ceux qui ont accompagné les filles, avec 2 autres, avec Minat Moutel Mokhtar, présidente de AFCF. Où sont allées ces filles? Parce que où est-ce qu'on emmène 2 filles esclavisées? Non, il fallait les amener. La police les a amenées. Mais la police n'est pas habilitée à traiter de ce cas. C'est la Mauritanie. C'est un pays extrêmement sournois. Quand on a pris les 2 esclaves, officiellement là-bas, au lieu de dire 2 esclaves ont été découvertes à Arafat, ils ont dit travail des mineurs. Donc le problème est devenu un problème des mineurs, pas un problème d'esclavage. Ça, c'est le pouvoir, ça, c'est le système. Donc il faut les amener au niveau de la brigade des mineurs. Et il faut suivre leur cas là-bas. Ils ont emprisonné beaucoup d'entre nous. Le bruit a couru de gauche à droite. La femme était arrêtée, la femme esclavagiste. J'étais obligé parce que ça fait quand même beaucoup de brouhaha et donc on ne pouvait ne pas l'arrêter, ne serait-ce que pour quelques temps. Pour la forme, moment. Voilà, la femme était arrêtée. Bon, la tribu de la femme va venir. Voilà. Les négociations comme les négociations, les protestations. Pourquoi nous, pas les autres? Alors, camarade Biram et certains de ses amis ont été arrêtés. Et donc, après eux, j'étais un peu, par la force des choses, le dirigeant. Parce que je n'étais pas arrêté, j'étais le seul qui était resté. On a continué notre action, continué à suivre le dossier des jeunes mineurs et continuer aussi en même temps à s'activer pour libérer nos amis qui sont en prison, etc. Bon, ils n'ont pas trop duré en prison, ils ont fait quelques 2-3 mois. Après leur sortie, on a fait une assemblée générale ou un congrès, premier en tout cas de IRA. J'étais élu vice-président. Et depuis lors, il y a des hauts et des bas, ça c'est
histoire de toute lutte. Et en 2014, Biram et moi, on était envoyés en prison la deuxième fois. On avait dirigé une caravane dans le sud mauritanien contre l'esclavage foncier. C'est le sujet du foncier en fait qui est très sensible aussi. Arrivé à 7 km de Rosso, la caravane était finie parce que ça a commencé à partir de Bogué. On a traversé tous les villages, on a parlé. Vous parlez sur l'esclavage foncier? Sur l'esclavage foncier. On a dénoncé. Biram est venu nous voir, c'était à 7 km de Rosso et la caravane était finie. Mais il les cherchait. Il faut dire que le pouvoir cherchait à l'emprisonner. Et ils l'ont arrêté, ils m'ont arrêté, ils ont arrêté certains jeunes, on a été jugés à Rosso. L'histoire s'est répétée. C'est le deuxième jugement des dirigeants d'un mouvement contre l'esclavage. Ça, c'était en 80 et l'autre était en 2014. La différence, c'est que lors de leur mouvement, les gens fouillés ne voulaient pas venir voir ce qui se passe. Alors qu'au moment de notre jugement, c'était toute la ville de Rosso qui était venue. Et les gens sont venus de Nouakchott, de Nouadhibou, d'Atar, de partout pour assister. C'était vraiment une grande mobilisation. Ils nous ont condamnés à 2 ans d'emprisonnement et ils ont libéré des jeunes qui étaient avec nous après 2 mois d'emprisonnement. Et ils nous ont laissé, nous, 3. On était 3. La même nuit, ils nous ont amenés à Alec. Et nous sommes restés là-bas une année. Après, ils nous ont amenés. En tout cas, nous sommes restés en prison 19 mois. Voilà, à notre sortie de la prison, on était invités aux États-Unis pour avoir un prix qui s'appelle TIP. C'est le Trafficking in Person. J'étais resté là-bas 1 mois et quelques. Après, le pouvoir mauritanien a provoqué un problème. Parce qu'il était dérangé par notre invitation là-bas. Ils ont provoqué un problème. Certainement, tu as entendu parler de l'affaire de la Gazrabo Amatou. C'était monté de toutes pièces par les renseignements. C'était une réponse à notre présence au ministère des Affaires étrangères américain. Vous pouvez rappeler en quelques mots ce que c'était que cette affaire? Il y avait une Gazra, c'est une place occupée de façon illégale par des gens. Qui n'est pas encore régularisée. Qui n'est pas régularisée. Bon, ça appartenait à quelqu'un. Mais beaucoup de Haratines sont venus habiter là-bas. Occuper les terrains. Ils n'ont pas voulu la prendre pour leur... Mais ils habitaient quand même là-bas. Ils faisaient des travaux, des couscous et autres pour les vendre. À ce moment-là, les gens voulaient les déguerpir. Il y avait résistance. Pourquoi j'ai dit que c'est monté par les renseignements? Parce que l'événement a eu lieu le même jour où nous, on devait avoir les distinctions là-bas. C'est bien calculé. Vous, les Américains, vous donnez des prix à des gens qui sont violents. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont brûlé des voitures de policiers. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Alors, en 2016, la fin 2016, nous sommes revenus ici. Et moi, j'ai commencé à penser à faire autre chose. Parce que j'ai pensé que, voilà, il faut évoluer un peu, il faut aller sur le terrain, il faut faire quelque chose. Et j'ai choisi de créer la Fondation Sahel avec certains camarades. Et nous sommes convenus à créer la Fondation qui est, comme vous avez vu le nom, pour la défense des droits de l'homme, l'appui à l'éducation et à la paix sociale. Parce que pour nous, d'abord, l'esclavage et le problème des Haratines, ça menace la paix sociale. C'est une menace énorme pour la paix sociale. Comment? Notre approche, c'est par l'éducation. On peut dire que l'esclavage n'existe plus comme avant. Mais l'esclavage a laissé, je n'aime pas le mot séquelles, parce que ça a été tellement biaisé, ça a été tellement malmené, les conséquences. Parce que le mot séquelles, c'est le mot qui est souvent utilisé par le pouvoir pour... Plutôt que de parler d'esclavage, on parle des séquelles de l'esclavage. Exactement. Donc moi, je l'appelle conséquences. Les conséquences de l'esclavage ont donné une grande communauté, la communauté Haratine, qui fait non moins de 50% de la population mauritanienne, qui est dans la misère, qui est dans l'ignorance, dans la précarité. Il y a des solutions, le court terme, le moyen terme et le long terme. Nous sommes inscrits dans le long terme. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais il faut choisir sur notre option. Le long terme, qui est plus sûr pour moi, quand tout le monde est scolarisé, les choses vont changer. Ce n'est pas une simple idée qui m'a traversé la tête comme ça. Non, ça c'est mon expérience personnelle. J'ai été esclave et c'est l'école qui m'a libéré, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, si je suis aujourd'hui là, je n'ai aucun complexe d'infériorité et encore moins de supériorité. C'est parce que j'ai fait les bancs, parce que j'ai fait le rang avec les fils de celui-là et de l'autre, parce que j'étais premier là, j'étais deuxième ici, et j'ai compris qu'il n'y a pas en fait de différence. Quand on met tous les enfants dans les mêmes conditions, il n'y a pas de différence. Ils sont tous brillants, ils sont tous potentiellement cadres, ils sont tous potentiellement docteurs, ingénieurs, mais il faut les mettre dans les conditions. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, tu les libères, de toute façon, il va être esclave des premiers venus.
Il y a les esclaves soninké qui quittent les Guédimara et ils restent 40 ans en France et ils sont toujours esclaves parce que c'est dans leur tête. Moi, je pense qu'il y a une volonté politique de laisser les Haratines dans la précarité. Pourquoi? Parce que tout simplement, et ça je l'ai dit au président de la République, en Mauritanie, vous avez 4 organisations qui luttent pour les droits de l'homme. 2 consultatives et 2 dans le domaine du développement. Et toutes les 4 sont dirigées par des Maures. Ce que tu fais pour moi, si tu le fais sans moi, tu le fais contre moi. Tu ne peux pas résoudre mon problème, tu ne le comprends pas mieux que moi. Par exemple, Ta'azur. Et avant Ta'azur, il y avait Tadamoun. Donc, ils sont des agences de l'État qui sont supposées apporter voilà, qui ont supposé résoudre le problème des problèmes sociaux dans les villages, voilà. etc. Ils n'ont rien résolu. Parce que tout simplement, le départ était faux. Ils n'ont jamais discuté avec les ayants droit, avec les victimes, pour savoir les priorités c'est quoi. Ce que le peuple murmure, le dos contre le mur. Ceux qui se battent nuit et jour dénoncent ce système raciste, esclavagiste, avec la complicité de ces chefs de tribus, émirs, imams et oulémas qui, depuis des siècles, cautionnent le code noir de l'esclavage. Ces esclavagistes commencent à comprendre que le combat de Ira et de Touche-Pas ne sont rien que le ras-le-bol et la prise de conscience de la jeunesse blanche. À quand l'unité des opprimés, indignés? À quand l'union des forces vives et justes de la nation? Condamnation arbitraire de juges corrompus. Nous arrivons au terme de cet épisode, le second de cette série de podcasts sur la question haratine en Mauritanie, un enjeu fort du présent et de l'avenir de ce pays à l'apparence tranquille en comparaison avec ses voisins du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, mais qui cumule les problématiques liées aux inégalités sociales, au racisme, à un accès inéquitable aux ressources ou encore à une persistance des pratiques d'esclavage, ce qui laisse perplexe quant à l'avenir de cette stabilité apparente. À l'heure où réémerge dans le pays le débat sur le statut des langues autres que l'arabe, on voit bien que ce sont à la fois la question de l'acceptation d'un partage du pouvoir et des richesses et du principe de diversité dans l'identité mauritanienne qui constituent les principaux enjeux. On remercie Maître Fatima Tambaye et Ibrahim Bilal Ramdan pour leur lumière et leur partage, et on leur souhaite beaucoup de courage pour la suite dans leur combat, ainsi qu'aux jeunes générations qui prendront le relais derrière eux. On remercie également Alia Abbas, journaliste indépendante, et Fatih Khan, activiste féministe et du secteur du numérique, qui ont rendu possible l'enregistrement de ces entretiens par leur présence et la mise à disposition de leur matériel. On termine en musique avec ce morceau de hip-hop des artistes Hiero et Noiritaniens du groupe DDL qui condamnent le régime d'esclavage et de racisme et qui rend hommage aux militants anti-esclavagistes. A bientôt et gardons nos lanternes allumées. C'est moi le Noiritanien, l'injustice m'échappe pas. Moi l'esclavagisme, min dimpe do racisme. Négrophobie, a disé négrophobe. Tehali, bismillah, asokam. Mauritanie kulidin jata mada tedi. Asokam, wanene waito hari. Wade jami, wad limite. Koye wari wala ko kadi. C'est la raison notre lutte. Kulna hararay li kelmo. Array waqt al-haqiqa. Hartan wakori, on est tous concernés. Nahna Versiani, Aziz Mayibtina, Hamo Fransouri. Biram, c'est le langage quotidien parce que Biram c'est la vérité. Ne babalega migana yeah, Sistembi, Fenbi, Mamda Tauna West. Ne babalega migana yeah, Mr. Racista, balega Mulfides. Ne babalega migana yeah, innocent, condamné, corruption, macaresse. Ne babalega migana yeah, Nakat actif, rôle négro avec la fesse. Britain kuwanka, ma fierté, ma patrie. Hubul watan, liberté mu yo sokam. Sem hani hani yimbe kela aziwadi ani hanani yimbe bella lead na met Mauritanie gongani ela vinaigre en rime c'est une bouteille vinaigre emprisonné au prime awita do ko no crime limi a yimi injustice ou aki talani a wimi tout le monde manotaki teki Mauritanie chakle gotel bonne leido wati system taya tawde kenda yimbe aviya taya de milieu racial wati chef au foot sarwabi ummadaro wali yeso welgo tawdera wayani non ayito gonga rewnete yibe wari yo chaki that geji ne papa tawledi na surka Ne babalega migana yeah, Sistembi, Fenbi, Mamda Tauna West. Ne babalega migana yeah, Mr. Racista, balega Mulfides. Ne babalega migana yeah, innocent, condamné, corruption, macaresse. Ne babalega migana yeah, Nakat actif, rôle négro avec la fesse. Ne babalega migana yeah, Sistembi, Fenbi, Mamda Tauna West. Ne babalega migana yeah, Mr. Racista, balega Mulfides. Ne babalega migana yeah, innocent, condamné, corruption, macaresse. Ne babalega migana yeah.